Salut à tous et bienvenue dans The Artificial Intelligence Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui imaginent et œuvrent pour que l'intelligence artificielle soit votre ami. En français dans le son, international dans le ton. Une émission accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, avec pour partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Et Affect Média, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Partenaire opérationnel, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et Hands Up, votre solution de prospection B2B. Une émission produite au sein des studios de l'école de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel. Cette semaine, notre thème principal est le suivant, IA et protection des données personnelles. L'IA et la protection des données personnelles soulèvent des questions éthiques et juridiques majeures. En 2023, plus de 1,5 milliard de dollars d'amendes ont été infligés en vertu du RGPD pour des violations de données. Des incidents comme la fuite de données de Cambridge Analytica nous rappelle l'importance de la protection. Des solutions basées sur l'IA comme le Differential Privacy, c'est mieux comme ça, permettent d'anonymiser les données tout en maintenant leur utilité pour l'entraînement des modèles. Cependant, un équilibre doit être trouvé entre innovation et protection. Et pour en parler, nos invités cette semaine, Valérie Chavannes, fondatrice de Legal Up, Janica Colmar, consultante chez TNP Consultant. Maintenant, c'est un rituel avant notre échange. Place au Focus IA de la semaine avec Alexandre Stopnicki. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de Caractère.ai. Qu'est-ce que c'est ? Alors exactement, je vais vous parler de Caractère.ai. Donc c'est une plateforme qui se classe dans le top 3 des IA les plus utilisées dans le monde. Sur ce site de Caractère.ai, les utilisateurs peuvent chatter avec des IA qui représentent des figures historiques, des célébrités, des super-héros et même des animaux. Sérieusement, et ça marche ? Eh oui, si on peut douter de l'intérêt de ce type d'interaction entre un homme et une machine, il y a déjà plus de 78 millions de messages échangés avec des humains. Caractère.ai est une société américaine fondée par Daniel de Freitas et également Noam Shazir, un chercheur en informatique qui a été sélectionné par le Time pour figurer parmi les 100 personnes les plus influentes dans le domaine de l'IA. Et franchement, à quoi ça sert de parler avec une IA ? Ouais, je comprends qu'on puisse se poser la question. Les personnes qui voient le verre à moitié vide vous diront que c'est stupide, voire dangereux et sûrement pas éthique. Par contre, les autres pourront apprendre l'histoire de façon ludique en parlant avec un bot qui incarne Louis XIV. Ils étudieront l'anglais en compagnie d'Obama. Ils découvriront la physique quantique avec Einstein et discuteront de peinture, d'innovation avec Léonard de Vinci. Sur le site de Caractère.ai, la réalité dépasse un peu la fiction. Et comme dans le célèbre film Her, vous n'êtes déjà pas à l'abri de tomber amoureux d'une IA. Donc combien de temps résisterez-vous à la tentation de parler cinéma avec l'IA de Marilyn Monroe ou de discuter de musique avec celle de Mozart ? Alors pour ma part, fan d'histoire, je ne résisterai pas longtemps. Merci en tout cas Alexandre pour cette chronique autour de Caractère IA. Place maintenant au débat de la semaine. Bonjour Valérie. Bonjour Michel. Bonjour Janica. Bonjour Michel. Merci de venir pour la première fois sur le plateau de The Artificial Intelligence Society. Et c'est la première fois, je voulais le souligner, que nous avons des invités 100% féminines. Donc merci d'avoir accepté notre invitation parce que c'est pas toujours simple. On essaye de féminiser au maximum notre plateau et c'est pas toujours simple d'avoir, j'allais dire, la gente féminine avec nous. Donc merci d'avoir accepté et aussi d'avoir accepté sur un sujet assez technique mais que vous allez simplifier
autour du juridique et de l'IA et surtout des données personnelles, puisqu'on va parler d'IA et protection des données personnelles. Et première question, et Valérie, je te demanderai d'y répondre en premier lieu et d'y répondre à Alexandre et moi-même. Quelles mesures législatives existent ou devraient être mises en place pour protéger les données personnelles à l'ère de l'IA, selon toi? Alors, si tu permets une petite clarification notionnelle, parce qu'on parle de vie privée et de données personnelles, qui sont des choses différentes, soumises à des réglementations différentes. Le RGPD, données personnelles, et e-privacy pour la vie privée. Et puis après, l'IA Act, je pense qu'on en parlera après. Autre petite clarification notionnelle qui nous servira tout au long de l'émission, règlement et directive. Une directive s'implémente après en droit local, donc on doit faire des changements. Un règlement européen s'applique de manière uniforme à l'ensemble des États membres, donc ça permet d'uniformiser. Et dernier point, puisqu'on va parler beaucoup du paquet numérique européen, c'est qu'on est dans une évolution, donc vers des règlements, et dans une autre évolution aussi de la liability, où on demande l'autorisation et on est coupable, à la accountability, la responsabilisation. Merci. Alors justement, puisque tu nous as précisé, c'est important, ce qu'étaient les subtilités de langage juridique, mais très important au niveau, j'allais dire, de l'acceptabilité du régulateur sur la manière dont les textes sont appliqués. Tu nous as expliqué ce qu'était un règlement et ce qu'était une directive. De ton point de vue, dans ces deux cadres, quelles seraient les mesures qui existent? Quelles sont les mesures qui existent ou qui devraient être mises en place pour protéger les données personnelles à l'ère de l'IA? Alors, les mesures qui existent sont extrêmement nombreuses. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être professionnel de droit pour savoir qu'on a énormément de textes. On parle souvent de millefeuilles réglementaires et d'indigestion. Si on parle juste depuis le RGPD jusqu'à l'IA Act, en passant par DMA, DSA, DGA... Enfin, je vais pas et tu peux nous dire les acronymes, tout ce qui est... Pardon. RGPD, donc le règlement pour la protection des données personnelles. DSA, Digital Single Market. DMA, Digital Digital Market. DGA, Digital Governance Act. Donc ça, c'est une petite partie du paquet numérique européen. Là-dessus, quand c'est pas un règlement, il y a des transpositions en droit français. On a eu la semaine dernière la loi SREN sur la sécurité du numérique qui vient transposer le DMA, le DSA et le DGA. Donc on a énormément de textes pour la protection des données personnelles, de la vie privée, et avec le règlement sur l'IA Act, aussi des droits humains et la sécurité est saupoudrée de partout. Merci Valérie. De ton côté, Janica, quelles seraient les mesures d'après toi qui devraient être mises en place? On a fait le point sur ce qui existait. On parle de millefeuilles et d'indigestion. L'objectif pour nous, c'est que ceux qui nous regardent ou nous écoutent ne subissent pas cette indigestion. Et merci d'être là pour justement l'éviter. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quelles seraient, de ton point de vue, les mesures qui pourraient être mises en place pour protéger les données personnelles à l'ère de l'IA? Alors effectivement, je partage l'avis de Valérie. En fait, il y a déjà au niveau de la protection des données personnelles un cadre qui existe, donc avec au plan européen le RGPD, la directive e-privacy, au plan national la loi informatique et liberté. Et puis on a également tout un florilège de délibérations, de recommandations, de lignes directrices qui vient de la CNIL et aussi du Comité européen de la protection des données. Donc voilà, on a un cadre qui existe. En revanche, peut-être ce qu'il y a à mettre en place, c'est éventuellement des précisions concernant l'application notamment du RGPD. Parce que pour être clair, quand on parle de protection des données, on parle de liberté et de droits fondamentaux. Et donc, de ce fait, on a estimé que le RGPD, il y avait un principe de neutralité technologique qui devait s'appliquer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la protection des données, elle ne doit pas dépendre de la technologie utilisée. Donc, en fait, un système d'IA, dès lors qu'il traite des données, le RGPD va s'appliquer. Donc, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle norme, du coup, dès qu'une nouvelle technologie émerge.
Voilà. En revanche, le RGPD n'est pas spécifiquement adapté à l'IA. Donc ça peut, dans la pratique, causer des problèmes d'application. Et notamment, un grand sujet, c'est le sujet de l'accès aux données d'entraînement pour les systèmes d'IA. Voilà, donc ce qu'il y a à mettre en place, c'est plutôt une clarification au niveau pratique, de savoir notamment comment les législations vont s'articuler. Et ça, c'est des sujets dont la CNIL s'est emparée il y a déjà un moment. Est-ce que la jurisprudence ne va pas faire son travail de clarification au fur et à mesure? Alors après, la jurisprudence au niveau local, européen, je ne sais pas, je pose des questions très naïvement. Alors, la jurisprudence, oui, mais aussi ce travail de la CNIL avec justement, et d'autres autorités européennes, avec justement ce travail de faire des guidelines, des recommandations pour guider de façon un peu plus pratique. Et notamment, la CNIL a fait des fiches pratiques qui peuvent être applicables à l'IA, ce genre de choses. Voilà. Merci, Janica. Est-ce que... Alexandre, tu voudrais rajouter des choses peut-être sur la dimension internationale, comment vous voyez, comment c'est perçu en fait d'un point de vue international, toutes nos réglementations européennes, comment les Américains, comment l'Asie perçoit tout ce qu'on est en train de fabriquer? Alors, Valérie. On est dans une fracture géopolitique claire qui n'est pas nouvelle, mais qui a été amplifiée beaucoup ces derniers temps avec les conflits, avec l'IA générative notamment. Jusqu'à présent, on nous voyait un peu comme des super régulateurs, mais par exemple le RGPD, on voit qu'il en existe 70, tout le monde en a fait. En ce moment, les États-Unis sont en train d'en faire un fédéral. Donc tout à l'heure, je parlais de millefeuilles réglementaires, mais il y a à chaque fois des raisons pour faire des réglementations. Elles poursuivent toujours des objectifs légitimes et pour nous protéger. Ce qui est parfois difficile, c'est d'articuler tout ça. Et c'est une excellente question, puisque regarder et examiner de très près nos réglementations européennes sans regarder ce qui se passe dans le monde, l'IA Act n'est pas encore, il est adopté, il n'est pas encore entré en vigueur, après il va être implémenté, donc la jurisprudence viendra longtemps après, mais pendant ce temps, il y a des discussions aux États-Unis, il y a des discussions en Chine. Donc en fait, on est obligé, dans le numérique, ce qui n'est pas nouveau, mais dans le réglementaire, là, avec la multiplication des textes, des normes, comme les normes ISO aussi, qui se développent, les recommandations ONU, UNESCO, de pouvoir comprendre, rassembler. Et dans les zones d'amélioration, moi je vois beaucoup aussi d'essayer de rationaliser ces textes pour qu'ils soient plus facilement implémentables, qu'ils soient mieux compris, que les juridictions aient les textes aient une plus longue vie aussi. On parle de neutralité technologique sur le RGPD, l'IA Act. Aujourd'hui, il y a des annexes pour les autres usages, mais qui connaît les usages le mois prochain, voire la semaine prochaine? C'est clair, c'est clair. Ce qu'il faudrait faire, c'est une sorte d'OMD, comme l'OMC en fait, Organisation mondiale du digital, au même titre que l'Organisation mondiale du commerce, entre guillemets, pour créer une sorte d'harmonisation entre toutes ces réglementations. De ton point de vue, Janica, sur la question posée par Alexandre au niveau international, qu'est-ce que ça évoque pour toi toutes ces législations? Oui, alors je pense qu'au niveau international, en tout cas en ce qui concerne l'IA Act, je pense qu'il y a une volonté de l'Europe de se placer en qualité de pionnière. Et voilà, et elle l'est finalement avec cet acte. Du monde, là. Voilà, parce que finalement, il y a des choses qui sont faites un petit peu partout dans le monde. Mais là, on est vraiment avec l'IA Act, quelque chose qui est vraiment contraignant. On prend cette position-là. Moi, ce que je peux inviter à faire, c'est à consulter un livre blanc qui a été fait à notre cabinet qui s'appelle « Quelle entreprise à l'ère de l'IA en 2030 ?» et qui revient justement sur ces aspects-là de gouvernance et de stratégie avec les points de vue de différents experts chez TNP aussi en entreprise. Donc, effectivement, tu représentes le cabinet TNP Consultant et donc tu nous invites à lire ce livre blanc. Ouais. Merci, Janica. Alors, justement, on parlait de gouvernance mondiale. Enfin, j'ai évoqué une sorte de gouvernance mondiale d'OMD, Organisation mondiale du digital, au même titre que l'OMC. Ça n'existe pas, d'accord? OMD, pour le moment, c'est juste l'acronyme du célèbre agence de communication en France. Mais pour revenir sur cette notion de gouvernance,
Valérie, quels modèles de gouvernance des données sont les plus efficaces pour assurer une utilisation éthique au sein des organisations de l'IA, tout en protégeant la vie privée des individus? Alors, d'abord, il existe déjà des organes comme l'ONU, l'UNESCO, qui sont extrêmement engagés sur ce sujet, donc avec des principes qui ont des valeurs plus ou moins contraignantes. Donc, je mets aussi, quand on parle de réglementation, on pense plus aux textes de loi, mais ce sont des réglementations. On n'a pas évoqué avant non plus la soft law, qui est encouragée par les même par le régulateur, donc pour essayer d'adoucir un petit peu tout ça. Ensuite, pardonne-moi, j'ai les modèles de gouvernance, donc la gouvernance des données les plus efficaces. La gouvernance du numérique, de quoi parle-t-on? Parce qu'on parle à chaque fois de choses, le numérique, c'est de l'informatique à l'IAG la plus sophistiquée. Il y a un mot que j'aime beaucoup, qui a été inventé par Floridi, qui est un philosophe, qui parle d'infosphère. C'est un néologisme, donc c'est comme l'atmosphère, c'est les informations, mais aussi tous les systèmes. Donc pour moi, la gouvernance du numérique, c'est être en capacité de gouverner pas seulement les données comme le RGPD, et les systèmes, et ensemble, parce que c'est difficile de les distinguer. Donc un univers multipolaire et pas uniquement sur un seul. Multipolaire, pluridisciplinaire. Donc il faut, aujourd'hui vous avez souvent évoqué les formations, la communication, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas de la pluridisciplinarité et des actions transversales pour pouvoir accomplir cet objectif qui est peut-être plus facile avec des organisations qu'avec des textes de loi. Donc, modèle de gouvernance basé sur cette notion d'infosphère. Sur cette notion d'infosphère et sur la gouvernance du numérique, il y a un trio de normes de tête, le droit, l'éthique, qui rentre dans la cour des grands, et les normes technologiques. Donc le droit, c'est difficile de s'accorder tous, d'un point de vue international. L'éthique, c'est plus facile. Et les normes techniques, c'est moins discutable. L'éthique, c'est plus facile parce que c'est plus souple. Merci Valérie pour ces précisions. De ton point de vue, Janica, sur les modèles de gouvernance de données, quels sont ces modèles qui sont, de ton point de vue, les plus efficaces pour assurer l'éthique, qui semble assez facile à gérer, et en protégeant la vie privée des individus par la même occasion? Alors, je commencerai par dire qu'effectivement, l'éthique, c'est un problème qui est central, une question centrale quand on parle d'IA. La CNIL avait lancé en 2017 un débat public qui a donné lieu à un rapport qui a identifié différentes problématiques d'éthique avec des problématiques un peu philosophique qui parlait plutôt de l'identification, de l'identité humaine, de l'autonomie humaine face à la machine, et puis des questions plus concrètes comme les biais, la discrimination, l'exclusion. Donc ça, sur l'éthique, on est d'accord que c'est une question qui est centrale. Concernant les modèles de gouvernance, je pense que pour revenir aux bases, il faut d'abord, pour tout modèle de gouvernance, un socle qui est le cadre de la gouvernance. Et en fait, ce cadre, c'est une réponse un peu biaisée, mais ce cadre, ça va être la conformité réglementaire. Donc en fait, il faut un modèle de gouvernance qui forcément qui va respecter toutes les obligations. Pourquoi ? Parce que ce cadre a été pensé en relation avec tous ces impératifs éthiques. Quand on pense par exemple à l'IA Act, il a été pensé pour promouvoir une IA centrée sur l'homme, digne de confiance, avec un haut niveau de protection des droits et des libertés. Et donc il donne un cadre par exemple de gouvernance avec une approche basée sur les risques en classant les systèmes d'IA en fonction de leurs risques, etc. Il peut y avoir donc aussi le DGA dont on a parlé qui va renforcer la confiance pour le partage, la réutilisation des données, etc. Donc, ou même le Data Act qui concerne le partage de données non personnelles. Donc au niveau du modèle de données, du modèle de gouvernance des données, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais en tout cas, je dirais déjà ce premier socle qui est le respect des obligations.
Merci Jenica. Alors justement, tu parlais de l'IA Act et on en arrive à notre dernière question. Mais avant de vous poser la dernière question, est-ce que Alexandre, par rapport à ce que viennent évoquer Valérie et Jenica autour de la gouvernance, ça t'évoque un certain nombre de réflexions? Oui, ça m'évoque une réflexion. Imaginons qu'on soit une entreprise, une petite entreprise qui n'a pas des moyens infinis pour traiter toutes ces problématiques. On commence par quoi ? C'est quoi la meilleure question qu'on doit se poser quand on est une entreprise, Valérie, et qu'on se dit, tiens, je voudrais respecter toutes ces normes, il y en a beaucoup, est-ce que je travaille avec une IA pour lui demander des choses ou je vais chercher des humains ? Je répondrai bien à cette question-là. Après, je veux juste revenir sur l'éthique, qui pour moi une discipline sur laquelle j'ai fait de grosses recherches. Pour une petite entreprise, je pense qu'il faut déjà opérer un travail de cartographie. Il y a beaucoup de ces salariés qui utilisent des IA, tout le monde utilise des IA, sans le déclarer à l'organisation. Après, étudier les IA qu'on veut utiliser, nous, en s'inscrivant dans les principes éthiques, réglementaires, si on a le choix avec de la souveraineté, enfin toutes les bonnes démarches. Donc déjà, bien cartographier, et savoir ce qui se passe chez soi. Dans les ajouts, le RGPD, le règlement pour l'intelligence artificielle, fait état de santé, sécurité et beaucoup des droits fondamentaux. D'ailleurs, la vie privée en fait partie. Aujourd'hui, il y a des analyses d'impact sur les droits fondamentaux. Comme dans le RGPD, il y avait des analyses d'impact sur la protection des données personnelles. Donc c'est quelque chose, mais pour une PME, c'est plutôt rare. En revanche, en cas de doute, il faut le faire. Et sur la question de l'utilisation des outils technologiques, et notamment, donc on parle beaucoup de legal tech en ce moment, et maintenant d'ethics tech, je pense que, je benchmark, je fais le tour, et je pense qu'il y en a qui sont vraiment très sérieuses. Ah, c'est une bonne nouvelle. Voire, on a eu peur de la réponse. Indispensable. C'est génial. D'accord. Merci. On aura la liste en commentaire alors. Tu as des exemples, non ? Alors, tous les jours, je découvre des éthiques textes parce que je sors d'un an de recherche en éthique du numérique. Donc, l'éthique est une discipline de la philosophie et qu'on applique à l'intelligence à l'intelligence artificielle. J'ai moi aussi un livre blanc à vous recommander. Allons-y. Comment il s'appelle ? Qui a été que j'ai rédigé, qui a été édité par l'EDEC. Augmented Law Institute, qui s'appelle le Digital Ethics Officer, les skills qu'il vous faut. Donc on explique ce que c'est que l'éthique, le numérique, j'y explique en quoi ça consiste vraiment d'être éthique. L'éthique, c'est pas du droit, c'est pas de la déontologie, c'est pas de la morale. Ces personnes aux différents visages, parce qu'il y a des techs, il y a des juristes, il y a des philosophes, en fait, c'est une discipline extrêmement exigeante. Quand en droit, on fait une analyse de risque, en éthique, on fait une délibération éthique. Donc pour moi, une bonne gouvernance, c'est bien savoir séparer les normes pour mieux les faire danser ensemble après. Merci Valérie. Jenica, sur cette question autour de quel conseil donner à une petite entreprise quand on doit penser juridique et exploitation des données, entre autres. Hein, c'est bien ça. On sait déjà qu'on doit lire des livres blancs, donc on en a 2 à lire. Ça, c'est déjà la meilleure nouvelle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? En fait, je pense que l'enjeu, et ce conseil n'est pas que pour les petites entreprises. Alors, il s'applique pour les petites entreprises, mais c'est également le cas pour les plus grands groupes. C'est en fait, la première étape, je pense, c'est de pouvoir appréhender un cadre législatif et réglementaire qui est complexe. Donc, en fait, je dirais qu'il y a de grands enjeux de formation, de pouvoir en fait anticiper suffisamment l'entrée en vigueur de certaines législations. Voilà, donc se mettre en ordre de bataille, bien préparer, et donc se former. Qui former en premier dans les équipes ? Alors ça peut dépendre, ça dépend en fonction des organisations, voilà, mais je dirais que après il y a un autre sujet, c'est aussi le fait de pouvoir remettre par exemple la fonction éthique au sein de l'entreprise, mais ça c'est plutôt peut-être plus pour les grandes entreprises qui pourront avoir par exemple un comité éthique, voilà, ou des choses comme ça. Pour les plus petites entreprises, c'est peut-être plus compliqué à faire. Il y aura peut-être qu'une seule personne qui pourra en tout cas être formée sur le sujet. Ce sont des personnes dédiées, ça peut être les managers, ça peut être tout le monde. Comment tu vois les choses ? Alors, au niveau de la formation
au niveau des législations. Oui. Donc ça peut être alors soit former des personnes, donc s'il y a un service juridique ou un juriste, ça peut être voilà. Et les opérationnels, c'est aussi important. Donc en fonction, voilà, qui au moins, faut voir en fait en fonction de l'organisation, mais qui est stratégiquement, voilà, des opérationnels qui peuvent aussi, voilà, pouvoir bénéficier de cette formation-là, et ça permet en fait, voilà, d'appréhender cette législation qui est complexe, hein, même pour les avocats, les consultants. Enfin, C'est complexe pour vous, vous nous faites voilà. peur. Et donc, du Vous coup, voilà, rassure, c'est important de pouvoir se former. Et voilà, c'est pour ça que, voilà, Ok. nous, en tout cas, on est engagés pour pouvoir accompagner nos clients sur ces aspects-là. Alors, durant nos échanges, il a été beaucoup question de l'IA Act, hein, notamment. Et dans cet IA Act, il y a aussi la notion de transparence des algorithmes. Et comment cette transparence des algorithmes, dans le cadre de l'IA Act notamment, peut-elle être améliorée pour renforcer la confiance du public dans les systèmes d'IA, de ton point de vue, Valérie? Donc déjà, je trouve que j'aime la question parce que transparence et confiance, voilà, sont les deux mots qui sont totalement inséparables. Donc aujourd'hui, la question de la transparence préoccupe les utilisateurs et donc par ricochet les organisations qui ont moins d'utilisateurs qui ont peur. Il y a beaucoup d'autres peurs. Yannicka, tu as évoqué tout à l'heure les biais, le transhumanisme, c'est-à-dire la relation qu'on commence à avoir avec la machine. Frankenstein. Les hallucinations. Non, mais en fait, quand son aspirateur de la maison, il peut avoir un prénom, mais quand on est sur par exemple des deadboats, quand on a perdu quelqu'un et qu'on recrée sa femme, ça peut. Voilà. Donc tout est une question, comme toute technologie, il y a le meilleur et il y a le pire. Et juste avec ces technologies qui sont, extrêmement sophistiquées, qui galopent, qui sont parfois donc autonomes, parce qu'il y a des agents humains toujours, on demande du contrôle, il y a des agents artificiels, il y a des agents hybrides qui sont en fait des machines qui sont auto-apprenantes. Donc je pense que la transparence va être extrêmement difficile. Elle est dans le règlement, donc il y a plein de dispositions. Elle est dans le RGPD. On a déjà beaucoup de. Mais on se rend compte d'une évolution dans la mesure du possible, parce qu'on sait très bien qu'avec l'IA, on ne sait pas tout le temps. Il y a les black box. Et oui, on n'a pas les informations. On peut pas trop. Alors on nous Remonter à la demande. source, c'est difficile quand On même. nous demande d'anticiper. Mais en fait, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, ce qui fait un peu partie de la magie. Donc plus de transparence, oui. Parfois, il y a des règles aussi qui sont en friction. Par exemple, la sécurité et la transparence. Voilà. Sur la transparence pure, est-ce que quelqu'un sur le plateau peut me donner la recette du Coca-Cola ou de l'algo de Google Search? Non. Donc, il y a aussi le secret des affaires. Maintenant, il faut donner des informations, mettre en conformité, lisibles, claires, et prendre un peu de recul par rapport aux objectifs poursuivis par la réglementation, c'est-à-dire la protection des droits humains, nous encourager à innover, mais avec un petit cadre. Merci Valérie. Yannicka, sur ce sujet autour de la transparence des algorithmes pour améliorer la relation de confiance avec le public dans cette ère d'IA, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Alors effectivement, donc la transparence, la confiance sont également des sujets qui sont vraiment très très importants. Je dirais, alors déjà parce que donc, l'IA suscite une inquiétude chez beaucoup de personnes, et aussi parce que en fait dans le domaine du marketing, on va avoir un besoin de connaître les personnes, de connaître les profils, et donc du coup voilà, on va étudier les personnes, et ça peut aussi susciter une inquiétude. Donc je dirais encore plus dans certains domaines, la transparence et la confiance va être vraiment très important.
Donc au niveau de la transparence, donc pour les algorithmes, on a par exemple on a le DSA qui va renforcer la transparence et la responsabilisation des plateformes numériques. Tu peux juste nous rappeler l'acronyme DSA? Oui, alors c'est le Digital Service Act. Ok. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser les acronymes, si bien qu'on en oublie parfois les noms. Donc voilà, donc ça va renforcer donc, la transparence, la responsabilisation des plateformes numériques, et notamment au niveau des algorithmes. Il va y avoir une obligation d'expliquer le fonctionnement d'algorithmes de recommandation pour certains contenus publicitaires en fonction des profils. Donc, on a, donc encore une fois, comment est-ce qu'on respecte la transparence? On en retourne au réglementaire, donc au respect des obligations. Et puis aussi, donc, au niveau de l'IA Act, la transparence est largement abordée dans l'IA Act. Donc on a des obligations en fonction donc, du classement des systèmes d'IA, donc les systèmes à haut risque, avec principalement une obligation qui est une obligation documentaire, donc pour expliquer le fonctionnement des systèmes. Et puis aussi applicable à d'autres systèmes d'IA dans une moindre mesure. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont l'IA Act définit la transparence. En fait, la transparence, c'est ce qui permet une traçabilité et une explicabilité, et donc tout en informant les personnes qu'elles interagissent avec un système d'IA, qu'elles puissent comprendre en fait les limites de ce système et qu'elles puissent être informées de leurs droits. Mais je rejoins Valérie sur le fait que voilà, il y a en pratique des limites à ces obligations. Merci Janica. Est-ce que Alexandre, tu veux rebondir sur ce que nous ont dit Valérie et Janica? Alors l'IA Act, tout le monde on en parle beaucoup. Jusqu'à nouvel ordre, ça a été publié, mais on n'a pas encore toutes les attendus autour de cet IA Act. Si on doit résumer une ou deux informations essentielles que vous trouvez dans l'IA Act, ce sont lesquelles en fait? Moi, je dirais deux choses. Donc, l'objectif, santé, sécurité et droits fondamentaux. D'accord. Tu trouves que c'est bien traité? Est-ce qu'il a été bien rédigé? Est-ce qu'on a posé toutes les problématiques autour de... Alors, bien rédigé, je pense que c'est assez difficile, d'autant que les discussions, on est 27, les discussions... C'est compliqué quand même. Hein. ont duré des années. Années. C'est leur métier, c'est leur métier. Oui, mais entre-temps, ils n'avaient pas anticipé GPT, ils n'avaient pas anticipé des choses comme ça, donc c'est pas compliqué. Et puis... Tu nous confies, il y a quand même des gens qui connaissent tout ça à l'intérieur de la rédaction de cet Act. Oui, et moi j'engage aussi chaque acteur, chaque organisation à surveiller les discussions réglementaires et à interagir dans le débat public avec les pouvoirs publics qui sont demandeurs de retour, qui écoutent nos contraintes technologiques, économiques. Parce que l'idée n'est pas non plus dans l'IA Act, il y a un des objectifs qui est de redynamiser donc l'activité économique. Oui. Donc interagir et les sensibiliser parce qu'ils sont obligés de réguler surtout. Après, moi je dis il ne faut pas non plus tirer sur le régulateur. Le droit est un instrument politique et économique. Donc on le respecte, c'est une belle chose, mais le régulateur répond à des instructions dans un contexte plus large. Très large. Enfin, il faut prendre tous les prismes, et je pense que le prisme technologique, on parle de technologie, mais politique et économique est essentiel. On parle plus sur la souveraineté, on parle plus de big tech, mais de big states. Voilà. Donc tout ça peut générer de la peur. Oui, et puis donc génère de la peur. Donc le régulateur doit pouvoir trouver des solutions pour encadrer et préserver donc la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens. Merci Valérie Janica sur la question d'Alexandre. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer aussi? Peut-être ça peut être une autre façon de répondre, d'après toi? Alors sur ce qui peut évoluer, je ne sais pas. En revanche, c'est vrai que je trouve, enfin je l'ai dit, vous parliez de la rédaction, effectivement. C'est vrai que voilà, c'est une norme qui reste difficile à appréhender, notamment dans sa rédaction. Voilà, après, ce qui est appréciable, c'est cette approche par les risques, qui a du coup l'avantage donc, du coup, de pouvoir combler à cet impératif de protection des libertés. Les mesures également qui sont prises voilà, pour l'innovation. Voilà, donc je pense qu'il y a
y a quand même beaucoup d'avantages, même si voilà, ça reste une législation complexe. Merci Janica, merci Valérie, merci aussi à toi Alexandre d'avoir animé avec moi ce débat qui était plus une discussion d'ailleurs qu'un débat pour échanger sur la complexité autour de la protection des données personnelles, même s'il ne s'agit pas que de protection, mais également de la partie privacy, la partie réglementation, la partie directive qui a été précisée dans cette émission. Donc merci beaucoup de nous avoir ouvert nos chakras sur quelque chose d'hyper important, sans qui ce serait le Far West. Et grâce à vous, on y voit un petit peu plus clair. Donc, merci beaucoup. Merci Michel. Merci. Petit message, pas de panique. Le RGPD, on pensait que tout le monde allait mourir. Non, on trouve toujours, on a dit qu'on est dans un contexte économique, on trouvera une solution, restons positifs. Oui. Accueillons ça pour... on trouvera des survivants. Merci, à bientôt. Ainsi s'achève notre émission consacrée principalement à l'IA et la protection des données personnelles, un programme accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à nos partenaires médias Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale, et Affect Média, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Merci à nos partenaires opérationnels, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et Hands Up, votre solution de prospection B2B, une émission produite au sein des studios de l'école de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel.